Tu vois, il y en a qui disent que pour faire un bon appel, pour faire acheter, il faut que la personne elle pleure. Et il y en a du coup qui sont dans l'excès de ça. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intention derrière en fait? J'ai un humain en face de moi et non un portefeuille. Pour moi, celui qui va beaucoup plus closer aujourd'hui, c'est celui qui va avoir cette faculté, cette compétence au niveau du suivi, au niveau du follow-up. On n'est pas là en fait pour régler les problèmes psychologiques, émotionnels d'une personne, mais il y a une limite à ça, il y a quand même une certaine balance à trouver. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le closing, sur les tendances, il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Donc le but aujourd'hui, c'est d'un peu remettre tout ça à plat, de remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. Le but, c'est qu'on prenne plusieurs thématiques aujourd'hui, qu'on en parle, qu'on donne aussi une vision, notamment par rapport aux nouvelles tendances en fait du marché en 2026. Et pour ça, qui de mieux que Tanguy, le dinosaure, l'ancêtre du closing avec moi, justement pour débriefer de tous ces sujets-là. Donc moi c'est Pierre, j'ai 24 ans, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je fais du closing. J'ai pu passer par de multiples pôles fixes, challenge, et c'est ce qui m'a amené maintenant depuis quelques mois à travailler avec Coleman Publishing. Moi c'est Tanguy, 33 ans, ça fait du coup 4 ans et demi que je suis dans le domaine de la vente, du closing. Petite histoire rapide, avant j'étais dans le domaine du bâtiment, je montais des parpaings, donc vraiment rien à voir. Ça fait aussi en même terme de temps que je connais Rachid avec qui je travaille, où principalement là je suis dans le domaine du business coaching, donc j'ai pu voir pas mal de choses aussi, comprendre pas mal de choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un marché qui est quand même vachement saturé. Est-ce que le rôle du closer, c'est encore de convaincre ou plutôt d'aider les gens à décider? Mais en fait, déjà, rien que dans le mot convaincre, il y a un problème. Parce que si tu pars dans l'optique de convaincre, c'est que déjà tu veux. Il y en a qui vont parler de manipulation, il y en a qui vont parler de. T'as pas besoin de convaincre. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment aider à décider, aider à prendre une décision, aider à voir ce que la personne ne voit pas. Et si tu en fait, convaincre, bah, c'est comme si tu l'as forcé en fait. En fait, convaincre, il y a un peu une notion d'opposition en fait dans le mot convaincre, qui fait que bah, tu vas en opposition avec la personne. Là où je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait et ce qu'on va chercher, on va plus réveiller peut-être des fois des côtés, on va dire un petit peu sombres ou méconnus de la personne, l'aider à prendre conscience de certaines choses, qu'il fait qu'en fait, au final, on part dans le même sens en fait à la fin de l'appel. Donc ouais, convaincre pour moi ça serait pas le bon mot. Complètement en fait Pierre, et c'est tu vois pour revenir aussi à cette notion de saturation du marché, et en fait c'est pour ça que justement le marché est saturé parce qu'il y a beaucoup de closers sur le marché, et t'as ceux qui ont cette notion où en fait ils pensent que pour pouvoir arriver à vendre, je mets le mot vendre entre guillemets, faut justement convaincre. Et il y a ceux qui justement sont de l'autre côté où il y a cette notion d'aider à décider. Et c'est là où, entre les deux, il y a un monde. Et ce monde, c'est que celui qui veut convaincre, je pense qu'il est plus dans cette notion de transaction, alors que celui qui va aider à décider va beaucoup plus être dans cette notion de relation. Ouais, je suis d'accord. Il y a une notion aussi dans ce que tu dis qui est ultra importante. C'est pour moi la notion de convaincre, elle peut jouer vraiment sur le côté émotionnel, sur le côté un petit peu court-termiste, de je te convainc en fait sur un moment donné, je te fais monter dans l'émotionnel, tu vois. J'arrive en fait peut-être à te faire passer à l'action, etc. Mais c'est dans une bulle un petit peu de time, au niveau d'un certain timing, sur une bulle émotionnelle qui fait que bah, en fait derrière tu peux toi aussi redescendre, tu vois, et bah, soit revenir sur ta décision, soit te rétracter. Pourquoi? Parce que la décision a été prise uniquement avec ce côté émotionnel, mais il n'y a pas eu de réelle prise de conscience intrinsèquement parlant, tu vois, à ce niveau-là. Et c'est là où c'est dangereux, c'est pour ça que moi, quand on voit aujourd'hui tous les sujets de il faut partir dans l'émotionnel, c'est ça qui pousse à l'achat, etc. C'est des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, dans le sens où, bien sûr qu'il y a un côté émotionnel à aller chercher, ce qu'on va vendre aussi c'est de la transformation, il y a de la prise de conscience, mais si tu essaies d'aller chercher une vente juste avec de l'émotionnel aujourd'hui, il y a de grandes chances pour que ça casse derrière, et pour moi, si tu prends pas le côté rationnel en compte, bah, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais complètement, en fait le truc c'est que déjà, quand on parle de cette notion émotionnelle, le truc c'est qu'il y en a qui vont à l'extrême, et en fait, toute bonne chose, aller dans l'émotionnel c'est bien, mais pousser à son extrême c'est pas bon. Et tu vois, si on reprend cette notion de convaincre et de décider, mais en fait convaincre, ça va être d'aller en fait dans cette notion émotionnelle, mais qui va être de la pression externe. En gros, pour en fait vraiment te convaincre que c'est la bonne solution pour toi, pour tes enfants, etc., que si tu ne le fais pas, etc., etc. Alors que d'aider à décider, ça va être vraiment d'être dans cette notion émotionnelle, mais qu'en fait, ça soit la personne qui prenne sa décision en conscience des choses,
que ce soit bon ou mauvais, mais que ça soit elle en fait qui le verbalise, qui le conscientise, et non en fait le closer dans cette notion de convaincre qui va lui amener en fait les choses et où la personne en fait elle va se dire bah ouais. Et toi, pour revenir à ce que tu disais, du coup en fait le closer qui fait ça va lui amener en fait sur la table, la personne en fait va se sentir piégée parce qu'indirectement ce que va dire le closer, oui c'est vrai, mais c'est une pression externe. Donc, et c'est ça en fait qui fait que tu as des personnes qui vont acheter sous le coup de cette pression externe et qui une fois que bah, cette pression en fait qui est lourde sur l'instant T va redescendre. Ça peut être, pour moi, ça peut être une pression, mais ça peut aussi être une émotion quelconque. Tiens, une espèce de ras-le-bol, tu vois, qui est très très intense et qui monte sur les 45 minutes. Tu vois, quelque chose de fort, une énergie, un ras-le-bol, Ouais. une énergie où j'ai envie de passer à l'action. Puis derrière, en fait, dans les heures qui suivent, les journées qui suivent, ben voilà, la personne redescend. Et vu qu'on a travaillé que sur de l'émotionnel et pas sur ce côté rationnel aussi, et qu'il n'y a pas de réelle prise de conscience, ben comme je le disais en fait, hein, bah forcément, il y a un retour à la réalité qui est compliqué. Ouais. Et ce qu'on peut constater, c'est soit de la rétractation, soit des personnes en fait qui restent aussi un petit peu traumatisées. Je sais pas pour toi, là je parle pour moi, mais moi j'en ai eu beaucoup ces derniers temps sur les appels qui parlent de leur expérience passée justement, avec de par d'autres écosystèmes, etc. Et qui disent que justement en fait elles ont besoin maintenant de plus de temps potentiellement de réflexion ou ce temps-là en fait d'attendre pour prendre une bonne décision parce que auparavant par le passé elles se sont laissées un petit peu happer par la rapidité de leur prise de décision. Donc moi c'est ça que j'ai constaté aussi. Mais tu vois, et dans ce que tu dis, c'est là où justement il y en a qui vont se démarquer et là on va toucher, là ça fait aussi toucher à l'intelligence, on va dire émotionnelle, situationnelle, et où justement c'est bien d'avoir de l'émotionnel, de comprendre la personne, mais ça va être aussi bien d'avoir ce côté factuel des choses. De vraiment en fait comprendre factuellement ce qui se passe, ce qui s'est passé pour la personne, et d'amener cette notion émotionnelle par-dessus pour en fait l'accompagner à prendre la bonne décision, mais qu'elle ait vraiment en fait conscience entre ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui peut se passer, mais aie conscience en fait de réellement ce qui va se passer si dans tous les cas tu ne changes pas, si dans tous les cas il n'y a pas un changement qui se crée. Donc en fait, tu as le choix de ne pas le faire, tu as aussi le choix de le faire, mais juste aie conscience de ce qui va se passer, peu importe le choix que tu fais. Et c'est ça où le closer, quand on parle d'aider à la décision, doit amener. Et encore une fois, c'est ultra intéressant ce que tu dis, mais il faut bien conscientiser aujourd'hui qu'il doit y avoir une flexibilité en fonction de la cible, de l'avatar à qui tu parles. Tu peux pas en fait parler de la même manière en fait dans un secteur B2B avec des entrepreneurs qui ont l'habitude de prendre des décisions, qui ont l'habitude en fait d'investir sur eux-mêmes, comme une personne en fait salariée qui lance le premier projet de sa vie. Si tu essayes de mettre le même émotionnel qu'avec une salariée justement qui se lance pour la première fois, qu'avec un entrepreneur qui fait déjà des centaines de milliers de chiffres d'euros, qui a l'habitude d'investir sur lui, bah, à partir de ce moment-là, là c'est juste pas possible. Il faut avoir aussi cette intelligence-là et de sortir justement de cette trame en fait basique que tu vas ressortir et que tu vas appliquer avec n'importe qui, n'importe quand, quoi. Complètement, et en fait c'est ça qui fait la différence aussi entre beaucoup de choses. Tu vois, on sort même de cette notion de convaincre, d'émotion, tout ça, c'est d'avoir en fait cette intelligence situationnelle, et c'est ça qui va faire que en fait va y avoir une démarcation entre les closers, entre ceux qui vont réciter un script, peu importe le domaine, peu importe la personne, peu importe la niche, peu importe tout ça, et en fait qui vont être bloqués dans un truc et qui au bout d'un moment va faire qu'il va pas arriver à se démarquer à côté du closer qui lui justement va avoir cette aisance à j'ai un humain en face de moi et non un portefeuille. Se détacher de la vente en fait tout simplement. D'après vous, c'est quoi la compétence numéro 1 qui permet de faire exploser les résultats d'un closer en 2026 et que la majorité ignore encore aujourd'hui? Moi je pense que la compétence numéro 1 se divise en deux réponses.
Je parlerai d'intelligence émotionnelle et de situationnelle. J'allais pas partir sur ça, mais intéressant, vas-y, je te laisse développer. Toi, c'était quoi le sujet? Moi, j'allais plus partir sur... alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Moi, j'allais plus partir sur de la technique, sur du process, sur les process qui ont changé, notamment sur le follow-up. Et en fait, tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que tu vois, en vrai, si on prend la question de quelle est la compétence numéro 1, je pense que déjà, en fait, le problème, il est peut-être là-dedans, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il faut avoir une seule et même compétence pour réussir dans ce métier qu'est le closer, alors que justement, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses qui fait que le closer, en fait, va réussir dans ce métier-là. Et en fait, t'as raison, c'est pas que de l'intelligence même, c'est vraiment ce mélange-là. Donc, par rapport à ce que moi je disais, l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle, pourquoi je parle de ça? C'est que, tu vois, on entend beaucoup parler B2B, B2C. Et un jour, moi j'ai entendu quelque chose qu'on entend très peu encore aujourd'hui, c'est ni B2C ni B2B, c'est le H2H. Parce qu'en fait, on se dit oui, on parle à un particulier, oui, on parle à un professionnel, mais non, en fait, c'est un humain qui parle à un humain. Et à partir et ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est énormément oublié. Alors que, en fait, je parle pour moi aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un, bah, c'est comme si j'étais à la terrasse d'un café, en fait. Je suis pas là pour, ouais, j'ai besoin de savoir des choses, oui, j'ai besoin de comprendre qui tu es, oui, j'ai besoin de te faire comprendre des choses, te faire conscientiser des choses. Mais je suis là pour comprendre réellement qui tu es. Et j'ai besoin d'avoir cette intelligence émotionnelle pour jongler, en fait, avec ça, avec qui est réellement la personne, parce qu'une personne à une autre est différente. Sa situation va être différente, sa façon de réagir va être différente. Et je pense que tu as besoin d'avoir ce mélange d'intelligence pour y arriver. Ouais, je vais même aller plus loin sur ce que tu dis, c'est sur ce détachement que tu vas avoir dans ton appel. Si tu essaies de rester trop technique, de suivre une trame, etc., tu viens déjà créer de la friction parce que t'es pas naturel, parce que tu joues un rôle qui n'est pas toi. Et aujourd'hui, en fait, faut arrêter d'essayer de copier le style du closing de quelqu'un ou quoi que ce soit. Faut déjà apprendre à s'écouter, à être soi-même et à être vraiment dans la relation. Et c'est là où je te rejoins quand tu dis que justement, tu parles comme si tu parlais à un ami, grosso modo, bien sûr, quand je dis ça, mais parce que tu te laisses aller aussi pendant ton appel. C'est pour ça que quand tu mets vraiment le hashtag sur le ami, c'est pour ça que quand je dis c'est comme un ami, faut pas justement tomber dans cette notion, tu vois, comme on va entendre du friendly, où faut vraiment, tu vois, être copain-copain, rigoler, machin, parce que là, en fait, tu vas tomber dans quelque chose où tu perds complètement, en fait, ta posture dans l'appel, et là, c'est terminé, et c'est pas bon. Et du coup, ça revient aussi à ce que tu disais qui était très intéressant, cette notion vraiment de copier une technique, copier une façon d'être, copier quelque chose, ce qui revient souvent généralement dans les objections, où en fait, un closer va avoir fait un très bon appel. On le voit souvent dans les appels, quand tu réécoutes des choses. Le closer, il va avoir fait franchement un bête d'appel, il a bien géré, et à arriver les objections, t'as l'impression qu'il y a un rideau qui est passé, et t'as l'impression d'avoir une autre personne. Pourquoi? Parce que on entend que les objections, c'est la phase la plus dure de l'appel, que c'est compliqué, alors que non, en fait. L'objection, c'est juste la continuité de l'appel, c'est juste la personne qui forcément a des inquiétudes, et c'est normal, mais c'est juste la continuité de l'appel. Et en fait, le problème, c'est que du coup, le prospect, lui, en fait, il reste le même. Il a vu quelqu'un pendant, je sais pas, 30, 45 minutes, 1 heure, et d'un coup, en fait, il doit voir quelqu'un d'autre, qui est là, qui rentre dans une robotisation pour essayer de comprendre des choses, Toi, on revient à cette notion de convaincre. Mais moi, pour moi, ça rejoint exactement après le sujet que je vais évoquer par rapport au suivi, etc., par rapport au follow-up derrière. Quelqu'un qui va changer radicalement en fin d'appel, notamment sur le traitement des objections, pour moi, c'est qu'il n'a pas cette capacité à se détacher de la vente. Et qu'il n'a pas forcément confiance. Tu sais, c'est un peu cet aspect de si je close pas à la fin de l'appel, c'est pas normal. Tu vois. Et moi, pour moi, aujourd'hui, c'est cette compétence-là aussi que moi, j'ai envie de mettre en avant sur cette question. C'est aujourd'hui, on n'est plus sûr. Quelqu'un qui est très très bon en traitement d'objections, c'est celui qui va le plus closer au final. Parce que on voit bien que le marché change, le marché évolue, notamment l'éducation des prospects aussi. Pour moi, celui qui va beaucoup plus closer aujourd'hui, c'est celui qui va avoir cette faculté, cette compétence au niveau du suivi, au niveau du follow-up. Pourquoi? Parce que dans notre activité aujourd'hui, on tend à redevenir beaucoup plus, tu vois, cet aspect un petit peu, à redevenir beaucoup plus ce commercial, tu vois, qui va suivre son prospect pour closer un deal, pour closer une affaire, tu vois, ou quoi que ce soit, beaucoup plus sur le long terme, tu vois. Et quand le closing est arrivé, on peut prendre l'exemple d'il y a 4-5 ans, c'était pas du tout ça. On closait sur du R1, en 1 heure, en fait, c'était plié. Et si la personne n'en avait plus de nouvelles pendant 2, 3, 4 jours, la plupart du temps, c'est que c'était fini, on passait à autre chose. Et là, avec la tendance actuelle du marché, et celle qui se dessine aussi, on retombe quand même justement dans ce type de suivi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là. Si, complètement. Moi,
depuis que je suis arrivé dans la vente, dans le closing, il y a 4 ans, 4 ans et demi, si je faisais exactement comme il y a 4 ans et demi, quand j'avais des appels, de la même manière comme ça aujourd'hui, Ça marche pas. ça marcherait pas du tout. Avant, c'était oui, 90% des ventes doivent se faire sur l'appel, aller chercher le oui, un non sur l'appel, parce que le follow-up, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas cette notion de suivi. Clairement, il n'existait pas. On n'en parlait pas aujourd'hui. Même à quel point on n'en parlait pas, c'est que quand ça a commencé à arriver, et qu'on a commencé à amener cette notion du follow-up, que les ventes se faisaient après appel, les personnes qui étaient dans la vente déjà depuis longtemps nous regardaient avec des gros yeux. Mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas vrai. Et en fait, là, la tendance, elle change. Et c'est ça, tu vois. Et en vrai, je pense que cette compétence du follow-up est une compétence très importante dans le closer, parmi tant d'autres, mais reste importante parce que tu as ceux qui vont se démarquer entre je close, j'ai pas closé sur l'appel, j'oublie mon prospect. Ouais. Et ceux qui vont garder cette notion de relation avec le prospect et qui vont continuer à maintenir l'échange. Alors attention, faire un follow-up, c'est pas hello, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir à notre conversation, à notre offre ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de continuer à partager de la valeur, continuer à s'intéresser à la personne, son évolution, comment est-ce qu'elle avance et de en fait garder ce contact-là. Est-ce qu'un bon closer aujourd'hui, ça doit être un thérapeute aussi? Et si oui, jusqu'où sans devenir manipulateur? En vrai, oui. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas être juste un closer sans être. Après, le mot thérapeute, on va le mettre entre guillemets, parce qu'il y en a qui vont dire thérapeute, il y en a qui vont dire psy, il y en a qui vont dire. Mais indirectement, si on prend ce terme-là, oui, il y a un peu besoin d'avoir ce côté proche du psy. Ouais, j'aime pas trop. Moi personnellement, j'aime pas ce terme. Parce que justement, en fait, on voit très bien que quand on essaye de trop partir sur ce côté-là, bah en fait, on devient un petit peu, ouais, voilà, le psy, la thérapeute en fait du prospect qui est en face de nous. Elle est là juste pour se livrer. On arrive sur des appels de 1 heure et demie si on n'arrive pas à couper avant, et il se passe rien. En fait, on n'avance pas. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est pas notre rôle. Maintenant, moi, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut avoir un côté émotionnel dans nos appels à certains moments? Oui, à certains moments plus que d'autres. Mais par contre, on n'est pas là en fait pour régler les problèmes, on va dire psychologiques, émotionnels d'une personne. On peut la faire conscientiser certaines choses, l'aider à passer un certain pas. Mais il y a une limite à ça. Il y a quand même une certaine balance à trouver. Qu'est-ce que tu réponds là? Non, mais t'as complètement raison. Et ça revient aussi à cette notion d'intelligence émotionnelle, situationnelle. Et t'as des personnes, si tu leur fais ce coup de thérapeute, ils vont regarder, ils vont dire non, mais je te vois arriver à 100 km, qu'est-ce que tu veux faire? On est où? Et c'est là où, au fait, t'as des personnes où il va y avoir cette notion émotionnelle, où oui, va y avoir besoin de creuser, parce que avec certaines personnes, c'est nécessaire. Tu vas avoir besoin avec certaines personnes quand tu vois, si on parle sur cette notion de douleur ou de l'impact, du déclic, il y a des personnes qui vont être très en surface. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement en surface que soit ils n'ont pas conscience qu'ils le sont, et donc du niveau de problème, de douleur. Et là, en fait, c'est le devoir du closer d'aller en fait en dessous de l'iceberg, creuser pour vraiment savoir ce qu'il y a. Et si là, oui, c'est trop profond, c'est trop douloureux, et que là, ça demande vraiment plus un travail psy, c'est pas notre job. Ah, bien sûr. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même, avec certains prospects, et là encore, ça dépend de la niche, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Forcément, dans le B2B, sur une entreprise, si tu es en train de parler purement business, tu vas pas aller sur cette notion-là. Mais par contre, dans certaines niches, tu as des personnes, tu vois, si on prend le domaine, tu vois, si on parle au thérapeute, au coach, suivant le domaine de ce qu'ils font et de qui ils sont, va y avoir besoin de faire cette notion-là, d'aller en fait sur ce terrain-là. Et en fait, ce qui est bien avec eux en plus, c'est que déjà d'une, ils nous voient un peu venir, des fois ils nous le disent, hein, moi perso, je vois ce que tu es en train de faire, et c'est un très bon exercice de le faire sur moi. Ils le voient très bien, parce qu'en fait, ils le font tellement qu'ils n'ont pas conscience en fait de l'impact que ça a sur eux. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pour moi, c'est juste une notion de balance à avoir. Si tu vas trop loin, Ouais. si tu creuses trop loin juste pour creuser sur le côté émotionnel, parce que la personne, en fait, tu te rends compte qu'elle a juste besoin de se livrer, de parler, de vider sa valise, tu pourras creuser pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, c'est inefficace. Parce qu'on n'avance pas sur l'objectif qu'on a sur cet appel, on va avancer sur toi, tes problématiques, etc. Encore une fois, ça, c'est pas ton job. Tu peux aller, il y a des notions émotionnelles à aborder, il y a des choses à creuser, bien sûr, il y a des switches à aller chercher,
mais il y a une balance à trouver dans tout ça. Mais 100%. Parce que sinon, on se retrouve avec des closers qui viennent et qui nous disent « Je comprends pas, l'appel il a duré 30 minutes, il a duré 1 heure, il a duré 1 heure et demie. » Et au final, à la fin de l'appel, on n'avait toujours pas avancé. 100%. Donc, voilà. Non, mais en fait, c'est cette notion d'équilibre. C'est cette notion d'intelligence en fait, situationnelle par rapport à l'appel. C'est pour ça qu'un closer en fait, doit jongler en fonction de ce qu'il fait. Donc non, il faut pas qu'il n'ait trop, faut pas qu'il n'ait pas du tout. En fait, ça va dépendre de chaque personne. Mais c'est une question, comme tu l'as dit, d'équilibre. Il faut pas qu'il n'ait trop. Sinon, le fait qu'il y en ait trop, ça peut arriver en fait à cette notion de manipulation. Pourquoi ? Parce que tu vas tellement creuser, tu vas tellement aller dans ce niveau de douleur pour faire... Tu vois, il y en a qui disent que pour faire un bon appel, pour faire acheter, il faut que la personne elle pleure. Et il y en a du coup qui sont dans l'excès de ça. Du coup, ils voient qu'il y a un niveau de douleur, ils vont aller le creuser au maximum pour que la personne elle se livre, elle craque. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intention derrière en fait ? Et là, tu refais la liaison sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire enfermer la personne sur une fenêtre émotionnelle tellement puissante qu'on peut provoquer un certain passage à l'action, mais dans 95-99% même des cas, la personne en fait sort de cette bulle-là très rapidement et revient sur sa décision. Ouais. En fait, c'est vraiment une notion de micro-réglage où quand tu arrives à cette notion de... Elle t'a donné sa douleur, elle t'a donné l'impact de cette douleur sur son quotidien, sur elle, sur beaucoup de choses. C'est là où, une fois, évidemment, enrober, creuser, machin, mais sans trop s'attarder, où il faut savoir s'arrêter. Là, à partir de ce moment-là, en fait, généralement, la personne, elle a pris conscience des choses. Des fois, oui, il peut y avoir des larmes, oui, il peut y avoir pleurs, parce que c'est suffisant. Et là, il n'y a pas besoin de faire plus. Et c'est là où il y en a où ils vont trop loin. Et il y en a même qui vont essayer d'aller creuser quelque chose qui n'existe pas et qui s'acharnent, justement, en fait, dans le sens où, si je peux pas t'aider, si je vois qu'en fait, il n'y a pas de choses à creuser ou à aller chercher, ou que tes besoins ne sont pas accordés avec ce que nous, on va pouvoir proposer, je te le dis. Et je suis complètement transparent par rapport à ça. Et moi, j'ai beaucoup de personnes en face de moi qui sont presque choquées de ça, de ce truc-là, de se dire, il est en train de me dire qu'en fait, il peut pas m'aider. Tu sais, ce truc-là, de se dire, il est complètement détaché, et limite, c'est lui qui me dit, je suis désolé, on peut pas t'aider. L'anti-vente. Mais même pas l'anti-vente, parce que dès que je suis convaincu, l'anti-vente, il y a cette notion aussi de, je me détache de la vente, mais toujours dans un objectif d'aller la chercher derrière. Ouais. Alors que là, c'est plus cette notion de transparence, d'honnêteté, de, écoute, si je vois foncièrement que je peux pas t'aider, je te le dis, et puis il y a aucun problème. Tu vois, on s'arrête là, et peut-être qu'en fait, toi, tu pourras aller chercher tes besoins, tu pourras aller chercher une solution ailleurs, mais ça sera pas chez nous. Et en fait, ce truc-là, tu vois, sans à rien penser, sans rien, ça surprend aussi. Et moi, j'en vois trop qui, quand il n'y a pas de douleur, quand les prospects sont pas qualifiés ou qu'il n'y a rien à les creuser, qui s'entêtent en fait et qui font aussi là des appels de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas à ce niveau-là. C'est là où ils cassent la relation à la vente et où ils passent pour des commerciaux, ils passent pour des closers parce qu'ils cherchent quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Alors qu'il y a des moments, et c'est là où il y a cette gymnastique, moi combien d'appels j'ai fait où j'ai creusé rien au niveau de la douleur. J'ai pas été la chercher, j'en ai pas parlé, parce qu'il n'y avait pas besoin. Et en fait, c'est là où on arrive, pour terminer par rapport au sujet, à cette notion de manipulation. Parce qu'ils vont aller chercher en fait quelque chose qui n'existe pas, ou quand ils ont trouvé ce qu'il y avait à trouver, ils vont s'en servir pour appuyer là-dessus, pour faire acheter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, avec Tanguy, on a kiffé l'affaire. J'espère que c'est le cas. Ouais, carrément. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Pierre. Donc, si toi aussi, ça t'a parlé ou tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésite pas à liker, surtout à le partager à un maximum de personnes. J'ai kiffé cette vidéo. De l'autre côté, j'étais attentif, j'ai écouté, c'était full value. Et on t'a préparé aussi une petite surprise, un petit cadeau, ce qu'on appelle le guide DEA 2.0. Que tu sois intéressé par ce métier, ce milieu du closing, que tu sois débutant ou même intermédiaire, je t'invite à cliquer sur le lien, profite de la vidéo et nous on se retrouve dans un prochain contenu. Salut à toi, merci les gars.